Bon, c'est compliqué d'être le dernier. Hein. Bon, je n'ose même pas comment ils vont faire après. En fait, je vais faire un peu plus général que juste sur la logistique et le commerce, mais je voulais prendre un peu le temps pour expliquer les concepts d'intelligence artificielle tout d'abord. Parce qu'en fait, on entend toujours des définitions à droite et à gauche des machine learning, deep learning, supervised learning. C'est un peu comme les marchands de tapis, hein. Donc on mélange tout. Donc je veux profiter au moins de structurer un peu l'information pour l'audience qui est là. De toute façon, je pense que vous avez accès à la présentation. Et donc le concept... Attends, est-ce que ça passe comme ça? Je dois cliquer comme ça. Le sens, c'est ça? Ah, d'accord. Ok. C'est à la fin de journée, donc... Non? Ah, oui, ça, là. D'accord, ok. Alors, voilà, donc je voulais profiter de cette occasion pour expliquer un peu comment fonctionne l'intelligence artificielle. D'abord, l'intelligence artificielle, c'est une branche, on va dire, d'informatique, mais moi, je devrais dire de la science, parce qu'il y a une grosse composante mathématique. Moi, j'avais fait un PhD en maths appliquées, et j'ai fait beaucoup d'intelligence, de machine learning, sans avoir fait de la programmation. Hein, donc, juste pour que vous ayez une concept. Donc, l'idée, c'est de pouvoir remplacer l'homme. Hein, l'idée de l'intelligence artificielle, c'est de remplacer l'homme. L'exemple le plus connu, peut-être vous le connaissez, celui l'ordinateur Deep Blue qui a été fait par IBM les années 90 qui a battu Kasparov, un jeu d'échecs. Donc l'idée, c'est de pouvoir reprendre ça et de remplacer l'homme. Donc je vais prendre cette métaphore-là. Comment on peut remplacer l'homme? Okay. L'homme, qu'est-ce qu'il fait? L'homme, il regarde. Donc il y a une branche dans l'intelligence artificielle qu'on appelle computer vision, qu'on essaie de reprendre le mécanisme comment l'homme regarde les objets. L'homme bouge. Quand il bouge, il y a une branche dans l'intelligence artificielle qu'on appelle robotics qui reprend les mouvements de l'homme. Ces deux parties-là, ils sont ce qu'on appelle symbolic learning. Alors, c'est ça la première différence que je voudrais que ça soit clair chez tout le monde. Il y a deux grandes familles. Il y a une famille à droite, machine learning, qui se base sur les données, c'est mettre beaucoup de données, et on va voir comment ils le font. Et une famille à gauche, où c'est basé sur la logique et sur des symboles. C'est deux familles complètement différentes. D'ailleurs, ceux qui font à droite, c'est essentiellement des probabilistes, des statisticiens. Ceux qui sont à gauche, c'est des gens qui font des maths pures à la limite. C'est des combinatorics, on appelle ça. Donc, la partie à droite, c'est celle que vous connaissez le plus, qui est moins compliquée que sa partie à gauche. C'est ce qu'on appelle machine learning. Donc, l'idée du machine learning, c'est de mettre beaucoup de données et d'essayer de trouver des résultantes de cela. Alors, je reprends la métaphore avec l'homme. Donc là, vous ne le voyez pas en bas, mais bon, pour enlever les chaises. L'homme parle. Donc on veut répliquer comment l'homme parle. La partie de l'intelligence artificielle qui réplique comment l'homme parle s'appelle speech recognition. Donc ça, il y aura beaucoup d'applications, on le verra tout à l'heure. L'homme écrit, l'homme lit. Donc ce que vous mettez dans les réseaux sociaux, etc. Parce que parfois vous écrivez... avec les lettres latines, mais en arabe, ça c'est une manière de retrouver, c'est pas évident, ça on utilise l'intelligence artificielle. On appelle ça du NLP, c'est Natural Language Processing, donc ça aussi ça fait partie, on appelle ça du Statistical Learning. En gros, hein, juste pour la faire simple, le Statistical Learning, c'est la partie du Machine Learning où on fait beaucoup de data crunching plus ou moins simple, c'est-à-dire c'est beaucoup de données, mais on ne fait pas des choses, on va dire, très sophistiquées. Quand on va à la sophistication,
on essaie de répliquer le cerveau humain. D'ailleurs, le schéma que j'ai, vous ne voyez pas très bien, c'est une réplication du cerveau humain. On appelle ça de deux manières, hein, c'est presque pareil. Il y a des gens qui appellent ça deep learning, qui sont d'un background de computer science. Ceux qui ont fait de la recherche opérationnelle, ils appellent ça neural networks. Okay? Mais c'est la même chose. Donc c'est des réseaux de neurones, en fait, qu'on fait, et on essaie de répliquer comment les neurones fonctionnent. Et alors, les deux grandes applications, donc ce qu'on appelle les convolution neural networks. Les convolution neural networks, on essaie de répliquer avec ce qu'on voit devant, comment les neurones raisonnent. C'est-à-dire qu'on va faire du pattern recognition, on va voir, tiens, est-ce que ça ressemble à quoi, sans utiliser d'historique, ce qu'on a. Donc c'est une convolution, c'est une combinaison de ce qu'on voit. Le recurrent neural network, on utilise le passé, on utilise l'historique, etc. Donc ça, c'est la première distinction. Donc ce que je voudrais que vous reteniez, c'est machine learning, c'est database sur le machine learning, parce que c'est ce qu'on utilise le plus, en tout cas dans les applications qu'on voit. Une autre distinction, parce que l'idée pour moi, c'est que vous ayez les idées claires. Hein. Après, vous pouvez aller sur Google, prendre chaque concept, vous allez trouver des milliers de références, etc. Alors, je peux prendre une machine et lui donner beaucoup d'informations. Okay? On appelle ça du unsupervised learning. Je ne sais pas ce que je veux trouver, je ne veux pas influencer la machine, je lui donne beaucoup de données. L'inconvénient de ça, c'est que pour sortir des résultats, il faut lui donner beaucoup de données. Beaucoup de données. Et là, on est vraiment dans le big data. Si on sait plus ou moins ce qu'on cherche, mais on veut que la machine fait sortir les informations qu'on dit, quand je dis machine, bien sûr, je parle des ordinateurs, c'est du supervised learning. Okay? Donc, je lui dis que, par exemple, quand vous allez trouver ce taux-là dans l'analyse que vous faites, il faut l'enlever. Donc, je lui donne du supervised learning. Alors, le reinforcement learning, c'est une troisième partie où je donne à la machine un objectif à atteindre. Donc, il sait c'est quoi l'échec et c'est quoi le succès. Il s'auto-apprend lui-même. Je ne lui fais pas de la supervision, je lui dis qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Il apprend ça, c'est du trial and error. Donc il va faire plusieurs itérations et il va apprendre comme ça. Alors les deux grandes catégories qu'on utilise dans le machine learning qui sont très importantes et que tout le monde utilise, c'est ou bien on utilise ça pour classer des choses ou pour faire des prédictions. Donc on peut faire des prédictions, on va voir des exemples après. Ça peut être sur le stock market, donc sur le marché boursier, en finance, mais ça peut être des prévisions de la demande au marketing, ça peut être... Et la classification, ça peut être de la segmentation de clientèle, ça peut être de la classification de crédit. Donc tout ça, ce sont des composantes qu'on utilise en machine learning qui sont des résultats, en fait, des objectifs qu'on essaie d'atteindre. Alors, d'abord quelques généralités, quelques exemples de choses qui sont très communes. C'est exprès que j'ai mis les textes, comme ça les gens pourraient suivre ces textes-là dans les présentations qui sont disponibles. Il y a 4 qui sont devenus très populaires. Après, je vais me spécifier en sales, en marketing, qui est un peu l'objectif du talk. D'abord, en intelligence artificielle. Si vous êtes dans le domaine d'intelligence artificielle et vous faites de la cybersécurité, tout le monde vous arrache. C'est le topic qui est très hot. Donc, comment on utilise l'intelligence artificielle dans la cybersécurité? C'est pour détecter la fraude, ce qu'on appelle les spams, tous les problèmes qu'on pourrait avoir. Donc ça, c'est une application directe de l'intelligence artificielle. Vous allez me dire laquelle qu'on utilise. C'est beaucoup de machine learning. On ne parle pas de symbolic. C'est beaucoup de machine learning. Et généralement, c'est du supervised machine learning parce qu'on sait ce qu'on veut et on lui donne ça. Donc Data Analytics, la deuxième application. Donc dans Data Analytics, c'est tout ce qui est data crunching, data snooping. C'est tout ce qui est traitement de données, big data. Ça, c'est une deuxième composante. Alors, la troisième, c'est ce qu'on appelle les virtual assistants. C'est le chatbot que vous connaissez. Hein. Donc, les banques le font. Maintenant, j'étais aux États-Unis, ça fait quelques mois. On ne peut plus parler à une personne dans une banque, quasiment. Hein. Donc, on vous donne un numéro, vous appelez, c'est un chatbot. C'est réellement, si vous avez un problème, vous allez parler à quelqu'un.
C'est devenu la norme. Et puis aussi, c'est pour automatiser des process. Donc on utilise l'intelligence artificielle également parce qu'il y a des process qui ne sont pas automatisés et on veut les automatiser, etc. Donc ça, c'est les 4 grandes composantes d'une manière générale. Maintenant, ce qu'on voit un peu plus dans la partie, parce qu'on parle de commerce et la partie sales, il y a 4 composantes qui sont très importantes, qu'on voit très souvent comme utilisation dans l'intelligence artificielle. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle la prévision de la demande, ce qu'on appelle demand forecasting. Comme j'ai dit tout à l'heure, le machine learning peut être utilisé pour faire de la prédiction, pour savoir où est-ce que la demande va. On peut faire une analyse des consommateurs. Là, on parle de classification. On peut utiliser l'historique pour savoir faire de la segmentation des consommateurs d'une manière générale. On peut faire du scoring des leads, c'est-à-dire on veut savoir si les futurs consommateurs vont générer du chiffre d'affaires. Donc on peut faire du scoring de leads avec de l'intelligence artificielle. Et on peut faire ce qu'on appelle du targeted marketing, parce qu'on va connaître exactement le profil de ce qu'on cherche. Ce que vous faites par exemple sur Facebook, quand vous cliquez par hasard sur une... Moi, je le dis maintenant, hein, on n'est plus obligé de se casser la tête pour savoir ce qu'il faut comme adresse. Il suffit de faire 2-3 clics sur Facebook et vous allez avoir... moi, je le dis, j'ai fait un chantier, j'ai eu tous les constructeurs au début par Facebook, après jusqu'à l'achat des meubles sur Facebook en faisant quelques clics parce que l'algorithme va faire en sorte qu'il... il va faire du targeted marketing en faisant vos clics à vous. Voilà. Alors, juste quelques chiffres qui sont importants. L'intelligence artificielle permet, ça c'est une étude qui a été faite dans Harvard Business Review, elle augmente de 67% les ventes. C'est pas peu. Elle fait baisser le call time, c'est-à-dire les communications avec les consommateurs de 60%, parce que tu as un algorithme qui va derrière. Elle peut faire augmenter 50% en leads, en potentiels clients, et une réduction des coûts de l'ordre de 40%. Ça, c'est les 4 grands chiffres que je voulais highlighter. Donc, augmentation des ventes de 67%, augmentation des leads de 50% et diminution des call time de 60% et les coûts de 40%. Alors en marketing, qui est relié quand même à sales, mais ce n'est pas direct. Alors en fait, il y a 4 composantes qui sont très importantes. Quand vous allez sur un site web, que vous cliquez sur certains links, il y a un retour direct en fait à l'entreprise qui permet aussi, quand vous utilisez une app, il y a toute l'information où vous êtes, etc. Donc toute cette expérience-là s'améliore la user experience qui va être utilisée après pour la deuxième partie, ce qu'on appelle push notifications. Push notifications, c'est qu'est-ce qu'ils vont vous envoyer comme publicité qui va être vraiment targetée pour vous. Ce que vous faites dans les social media, quel type de photos vous mettez, etc. Ça utilise la partie symbolique. Les photos que vous postez vont donner de l'information, c'est du image recognition, vont donner de l'information en fait aux marketeurs pour savoir quel type de produit vous aimez. Est-ce que vous aimez être en plein air? Est-ce que vous aimez le soleil, pas aimer le soleil? Vous serez surpris la force des algorithmes des réseaux sociaux et c'est une grande richesse. D'abord, le fait que ça soit gratuit, c'est qu'il y a un coût quelque part, et le coût que vous payez, c'est l'information que vous donnez. Et puis, c'est une optimisation aussi de vos recherches sur Google. Enfin, Google sur les outils de recherche. Et donc, c'est essentiellement du machine learning. Donc, il y a des algorithmes de machine learning qui vont sortir, combiner, en fait, c'est des combinatorics, combiner toutes les recherches que vous faites pour faire un profile pour vous, pour que ça permet en fait de cibler et de classifier votre comportement et vous donner encore, vous vendre plus
plus de produits. Donc ça, c'est en marketing. Alors, je voulais quand même pas sortir sans que vous ayez la présentation. Quels sont les grands joueurs qu'on vend en Tunisie? Donc, ça, c'est la partie, en fait, on va dire, technology innovation au sens large. Il y a plusieurs startups qui utilisent, je vais donner quelques exemples, qui utilisent l'intelligence artificielle, plusieurs outils. Il y a Majestai, que vous voyez sûrement dans le circuit, qui utilise l'intelligence artificielle pour dans le besoin de la finance, mais aussi pour tout traitement de données. Dans l'assurance, il permet de détecter la fraude. Donc c'est la partie de machine learning, c'est basé sur le machine learning. Il y a des startups comme BWS, Wireless Solutions, qui utilisent en fait de Internet of Things parce que tous leurs appareils sont connectés sur Internet. Donc ça leur donne une ressource de données qui est très 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 riche et qui permet en fait de contrôler ce qui se passe dans l'intelligence artificielle. Hein. Donc si vous avez par exemple de l'agriculture, d'ailleurs tiens un autre exemple, c'est Grow It Yourself, ils sont en bas, je les ai vus. Grow It Yourself fait de l'hydroponie assistée par intelligence artificielle, encore une fois. Donc vous pouvez faire des tomates en quelques semaines et non pas en quelques mois, parce que c'est fait hors sol, parce que toute l'information de quoi elle a besoin, combien d'eau, d'agréments, elle arrive à l'ordinateur et il ajuste les engrais au fur et à mesure. Ça, ce n'est pas des cas théoriques qu'on voit à l'étranger, c'est des startups tunisiennes. Ce ne sont plus des startups d'ailleurs, c'est des PME tunisiennes qui utilisent des outils comme ça. L'Internet of Things est très connecté à l'intelligence artificielle parce qu'en fait, l'Internet of Things, c'est quoi? Ce sont des devices, des appareils qui sont connectés sur Internet, donc qui envoient de l'information. Et ces informations sont traitées avec de l'intelligence artificielle pour pouvoir prendre des décisions. Hein. Donc c'est ça. Et donc on a plusieurs startups qui font ça. Je prends l'exemple d'Integration Object. Elle vend son produit à plus de 150 entreprises dans le monde. 150 pays dans le monde, j'ai dit entreprises, parce qu'ils ont créé de l'IP, une solution que les gens achètent sur Internet. Ils ont plus de 80 ingénieurs, donc ce n'est pas la petite start-up, elle a assez grandi. Voilà en gros ce que je voulais présenter. En fait, j'ai d'autres slides que vous pouvez lire après, mais c'était le but de highlight que je voulais. Si vous avez des questions, je sais que c'est la fin de journée, il est 5 heures déjà. Mais allez-y. Je ne suis pas sûr que je pourrais répondre, mais vous pouvez toujours poser des questions.